Clash of Champions, le pay-per-view de la WWE aura lieu demain. Et premier constat, il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. Les Cruiserweight ainsi que je pense les titres par équipe de SmackDown figureront dans le kick-off, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec 9 matchs dans la carte principale pour un pay-per-view que je rappelle être mineur. C'est beaucoup trop. Je rappelle aussi que NXT TakeOver, le dernier, avait 5 matchs et avait une durée de 3 heures. Alors certes, les matchs étaient longs, faisaient au minimum 30 minutes, mais 5 matchs. Là, on a le double et donc c'est garanti que le show va faire au moins 4 heures, je suppose. Donc on va sûrement avoir un enchaînement de matchs assez rapide, maximum 20 minutes à chaque fois, ce qui est juste vraiment dommage. Bref, le principe du pay-per-view est que tous les titres doivent être mis en jeu. Alors, aussi, deuxième constat, pourquoi le match Roman Reigns contre Eric Rowan figure-t-il sur la carte ? Pour moi, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Je pense que l'histoire de cette histoire qui était patiente, on rappelle de qui attaquait Roman Reigns, aurait dû être plus longue, mieux préparée et bien mieux écrite pour que le match en question, Eric Rowan, c'était vraiment l'adversaire voulu contre Roman Reigns, ait lieu à Hell in a Cell et non à Clash of Champions. Donc voilà, c'est dommage de retrouver ce match-là. Je trouve que c'est trop rapide. C'est une histoire qui aurait dû mériter d'être plus longue, écrite en intégrale. J'en reviendrai plus tard quand je parlerai de ce match. Hein. Mais non, il est là à Clash of Champions. Donc voilà. Par contre, troisième constat, la WWE a déplacé la finale de King of the Ring à Raw après Clash of Champions. Et ça, pour le coup, ça m'emmerde. Certes, j'ai dit que le show avait pour thème d'être un show où tous les titres étaient défendus et rien d'autre. Alors, le King of the Ring n'est pas une opportunité de gagner un titre, certes, mais gagner le King of the Ring, gagner ce tournoi, c'est un couronnement en soi qui aurait été grandi par une finale, un match final en pay-per-view. Donc là, on va avoir la finale de ce tournoi qui a duré depuis plus d'un mois. Au final, ça fait plus d'un mois que ça a commencé ce tournoi, pour un dénouement qui va se dérouler dans un Monday Night Raw. Donc ça fait chier, c'est vraiment dommage. Je trouve qu'ils ont fait les choses à l'envers. Vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment fait les choses à l'envers. Chad Gable n'aura pas de match en pay-per-view, ce qui me fait vraiment chier. Mais quelque part, le Baron n'aura pas de match en pay-per-view non plus. On va essayer de voir le positif là-dedans. Non, on voit le positif dans le fait que Baron Corbin n'est pas dans le pay-per-view. On va faire ça. Bref, on va lancer notre générique et on parle des matchs, nos pronostics juste après. Give me what I want! That's not what I want! Give it to me! Give me what I want! I'm not finished with you! It should have been me! Let's do this! This is the house that AJ Styles built! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Serge Voldan ne regarde pas 205 Live, donc je ne pourrai pas donner mon pronostic du match Cruiserweight. Je ne sais même pas qui se bat. Je sais que Drew Gulak se bat parce que c'est le champion, mais contre qui, je ne sais pas. Donc commençons avec le deuxième match du kick-off, qui je pense sera dans le kick-off, le New Day contre les Revival. L'histoire, c'est que les Revival se sont alliés à Randy Orton, qui est en rivalité actuellement avec Kofi Kingston. Donc le New Day est en rivalité, les Revival sont en rivalité avec Big E et Xavier Woods. J'aimerais tellement, mais tellement que les Revival l'emportent. Mais malheureusement, je pense que le New Day va conserver les titres par équipe. Il y a une image que j'aimerais beaucoup voir si jamais les Revival emportent les titres. Mais ça, je vous en parlerai évidemment plus tard. Vous êtes 66% à penser comme moi sur environ 1500 votes. Sur une victoire de New Day donc. Victoire de New Day. Seth Rollins et Braun Strowman affrontent Bobby Roode et Dolph Ziggler pour les titres par équipe de Raw. Oh putain, ce match est énervant. Ce match est énervant parce que Seth Rollins et Braun Strowman n'ont rien à foutre là. Un peu d'histoire, Seth et Braun ont fait une alliance de courte durée pour battre le club. Mais pour je ne sais quelle raison, les titres étaient en jeu ce soir-là. Et comme ça, ils les ont évidemment gagnés. Après cela, alors, il y a eu un tournoi pour déterminer les aspirants numéro 1 à ces titres que Robert Roode et Dolph Ziggler ont gagné en dominant le tournoi par équipe, alors qu'il ne s'agissait même pas d'une équipe à la base non plus.
Oh putain, j'ai vraiment horreur de comment la WWE traite son roster par équipe. Genre tous les catcheurs par équipe, c'est des merdes. Et si t'as un bon catcheur individuel, tu te mets qu'un autre bon catcheur individuel, tu vas les pourrir. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Ça rend vraiment les catcheurs par équipe, mais misérables quoi. Ils se font poutrer par des gens qui n'ont jamais été ensemble. Bref, c'est vraiment dommage. Après, ce qui s'est passé les semaines suivantes, c'est que Roode et Ziggler se sont beaucoup alliés avec le club, quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait germer cette idée de Roode et Ziggler qui pourraient rejoindre le club à plein temps. Et donc c'est une bonne idée en soi, hein. Franchement je trouverais ça génial. Et on va pas se mentir, il faut absolument que Rollins et Strowman perdent les titres, mais genre absolument. Ils n'ont rien à faire avec ces ceintures, ce sont des main eventers. Et ça se voit parce qu'ils n'en ont rien à foutre des titres par équipe. Ils les avaient sur les épaules, mais tout ce qui les intéressait c'était le titre universel. Et c'est normal parce qu'ils n'ont rien à foutre avec les titres par équipe. Bon, je vais être naïf, hein, en pensant que la WWE est d'accord avec moi, et je vais partir sur une victoire de Robert Roode et Dolph Ziggler avec une intervention de Gallows et Anderson, ce qui pourrait amener à une alliance à plein temps dans un monde onirique, on le rappelle. Les gens pensent à 57% que Rollins et Strowman vont conserver, car ils sont sans doute moins cons que moi. Nikki Cross et Alexa Bliss défendent leur titre par équipe féminin contre Mandy Rose et Sonya Deville. L'histoire, elle est toute con. Nikki Cross et Alexa Bliss sont toujours amis, ce qui a le don de m'énerver. Mais Sonya Deville et Mandy Rose, que j'aime beaucoup, les ont un jour vaincus clean, ce qui leur a permis d'avoir un match pour les titres. Et oui, j'ai vraiment envie de voir Mandy et Sonya gagner les titres. Je pense qu'il est temps que Nikki vole de ses propres ailes et arrête d'être la putain de chienne de cette putain d'Alexa Bliss. Et là encore, je me fais sûrement des idées parce que 67% des gens voient une victoire de Nikki et Alexa pour notre plus grand bonheur. Titre intercontinental en jeu, notre champion Shinsuke Nakamura accompagné de Sami Zayn se bat contre The Miz et c'est sans doute le match que j'attends le moins de la carte. À la base, Shinsuke Nakamura était en rivalité avec Mustafa Ali, ce qui était vraiment cool parce qu'il pondait des matchs vraiment bons. Mais la WWE a décidé pour je ne sais quelle raison d'arrêter la rivalité pour mettre le Miz en face du japonais à la place. Et en fait si, la raison je la connais, parce que l'histoire c'est que le Miz est en train d'égaliser Chris Jericho qui a le record d'obtention du titre intercontinental avec 9 règnes, alors que le Miz est actuellement à 8 règnes. Donc bah voilà, il a un match parce qu'il a l'occasion d'égaliser Chris Jericho. Ouais, ça fait chier, ça fait chier. C'est vicieux parce que, soyons objectifs, il est mieux à 100%, et je dis bien à 100% que Nakamura conserve son titre, qui est encore très frais pour les storylines. Mais on sait que la WWE a parfois un comportement de gros gamin, et maintenant que Jericho est dans la fédération rivale, la AEW, on peut penser qu'ils vont chercher à faire en sorte que The Miz détienne le record de règne en tant que champion intercontinental. Je vais essayer de rester positif en allant sur une victoire de Nakamura, et c'est assez impressionnant parce que exactement 50% des gens pensent la même chose. C'est-à-dire que 50% des gens sont sur une victoire du Miz. Et c'est vraiment démesuré, ça montre que les gens ont peur. Les gens ont peur de voir The Miz gagner pour juste égaliser Chris Jericho. Bref, j'adore The Miz, hein, c'est pas la question, c'est juste que là, son règne de babyface, son personnage de babyface n'est pas vraiment intéressant. Nakamura est bien plus intéressant en ce moment que The Miz. Donc c'est pas le moment de mettre un titre sur The Miz, c'est vraiment pas le moment. Et s'ils font ça, ça prouve vraiment que c'est des enculés qui cherchent juste à faire oublier Chris Jericho parce que maintenant il est dans la fédération adverse. Bref, on verra bien quelles décisions ils vont prendre, quelle est l'image qu'ils veulent avoir. Edge Styles contre Cedric Alexander, c'est l'un des matchs que j'attends le plus et pourtant c'est un match que je trouve être assez prévisible. L'histoire c'est que Alexander s'est montré à plusieurs reprises à la hauteur d'Edge Styles, qu'il avait attaqué sans aucune raison lors du tournoi King of the Ring. Il y a donc maintenant, avec logique, un match pour le titre US. Mais soyons honnêtes, si Ricochet a échoué, Alexander doit échouer aussi. Je ne le vois pas pour l'instant battre quelqu'un de la trempe d'Edge Styles. Et vous êtes 70% à penser comme moi, mais le match peut potentiellement être le match de la soirée, nous verrons bien. Roman Reigns contre Eric Rowan, le match qui ne devrait pas figurer sur la carte parce qu'aucun titre n'est en jeu, rappelons-le. C'est un match qui a disposé du meilleur build
malgré la dernière semaine qui était bien moins intéressante, parce que, figurez-le ou non, on le sait maintenant, Vince s'amusait chaque semaine à déchirer le script et en réécrire un nouveau quelques heures avant le show. Et ça concernait surtout cette storyline de qui a attaqué Roman Reigns. Ce qui explique le fait que l'histoire faisait du surplace et qu'on a eu droit à quelques segments qui étaient complètement loufoques. On se rappelle du moment où il y avait quelqu'un qui ressemblait à Eric Rowan qui avait un sac sur la tête et que Brian révélait en se retenant de rire, mais genre vraiment c'était un segment qui était ridicule, qui avait rien à foutre là. On savait que c'était Rowan qui avait attaqué Roman Reigns et pourtant après c'était pas lui, et après c'était de nouveau lui, et après Rowan s'est retourné condamner Brian. Il y avait beaucoup de choses bizarres alors que cette histoire commençait tellement bien. Encore une fois, c'est une storyline qui aurait dû être écrite du début à la fin et jamais show par show. Parce que là, je vais pas dire qu'elle est complètement gâchée, ce n'est pas vrai, parce qu'elle peut être gâchée, mais elle peut donner quelque chose d'intéressant aussi. Bon, parlons de ce match qui va donc avoir lieu et encore une fois, toute l'histoire, toute la qualité de cette histoire va se jouer sur ce match. C'est un match sans disqualification, donc comme je l'espérais, ils vont s'en mettre plein la gueule, se battre un peu partout autour de l'arène, à se balancer des gros trucs lourds sur la gueule. Ça va être sûrement vachement divertissant. Donc il y a deux fins possibles. Première fin, Eric Rowan l'emporte. La WWE va créer un véritable monstre qui pourra être très efficace sur le long terme comme l'était Braun Strowman à l'époque. Donc une fin qui est vraiment positive parce qu'on va avoir un nouveau Monster Heel à SmackDown. C'est une bonne chose. Deuxième chose, Roman Reigns l'emporte, il enterre Eric Rowan et toute cette longue histoire se conclura par un putain de pétard mouillé. McIntyre a déjà subi ça à l'époque à WrestleMania. J'espère que Rowan ne le subira pas. Je vais partir sur une victoire du géant roux, du géant roux, et ça me scandalise de voir que seulement 12% des gens pensent comme moi. 88% des gens pensent que Roman Reigns va gagner. C'est-à-dire que 88% des gens pensent que cette storyline est complètement foutue parce que si Roman gagne, et bah la storyline n'aura eu aucun intérêt. Elle n'aura rien fait avancer. On saura juste que Rowan a essayé de faire du mal à Roman Reigns mais qu'il a échoué. Et qu'en plus, Rowan n'aura même plus son partenaire. Donc ça aurait servi à absolument rien. Ça aura juste enterré Eric Rowan. On espère que c'est pas ce qui va se passer, mais on sait tous que in the end, Roman always win, LOL. On va passer à une musicale, hein. Ça me fait peur ce petit match Eric Rowan contre Roman Reigns. On va essayer de mettre un petit sourire sur le visage, hein, comme le Joker, en écoutant du Voldano, la dernière musique de On arrête le progrès, ma musique préférée de l'album, qui s'appelle On arrête le progrès ? Avec un point d'interrogation. C'est une question, mais aussi le titre de la musique qu'on écoute tout de suite.
Elle est bien, hein, je vous l'ai dit, c'est ma préférée de l'album. Donc si vous l'avez vraiment aimé, n'hésitez pas à télécharger l'album. Tous les liens sont dans la description pour télécharger sur Bandcamp complètement gratuitement. Téléchargez gratuitement, ça ne coûte rien du tout. Vous avez tous les albums gratos, les gars. Alors téléchargez-moi ça et abonnez-vous à toutes les chaînes que vous voyez dans la description. Évidemment mon compte Instagram, mais aussi la chaîne de mon frère Dino Voldan. Et bien sûr notre chaîne principale, le Grand Moulin de Voldano, où vous pourrez retrouver toutes sortes de vidéos super drôles. Continuons à parler de Clash of Champions avec nos prédictions. Et on va passer sur des matchs un peu plus attendus par le monde, tous les titres principaux. Où je me permets de boire, je n'ai rien à foutre. Commençons par le titre féminin de SmackDown, Bayley contre Charlotte Flair. Ce que j'aime bien avec ces deux matchs féminins qu'on a sur la carte, c'est que, enfin celui-là et celui dont je vais parler après, c'est que ces matchs sont vraiment imprévisibles. Les quatre horsewomen sont dans ce match, les 4 femmes les plus fortes dans le kayfabe de la compagnie. Donc c'est pour ça que c'est imprévisible, elles sont toutes au même niveau, donc savoir qui va gagner, qui va perdre, c'est assez compliqué. Pour ce match-là, j'aimerais voir une victoire de Bayley, parce que son personnage est enfin super intéressant, et elle a encore quelques adversaires à affronter. L'histoire, c'est que Bayley a effectué un heel turn aux yeux de tous en attaquant Becky Lynch et Charlotte avec une chaise, car elle obéissait à son amie Sasha Banks, qui est clairement une heel maintenant. Mais Bayley, elle est persuadée qu'elle n'a pas du tout changé et que c'est une championne du peuple tout à fait face. Bref, c'est des trucs assez cool à concernant. Je trouve que Bayley est vraiment bien écrite. Et Charlotte est une super adversaire qui est quelque chose de super qualité. Elle fait toujours des super bons matchs, Charlotte. Donc je suis plutôt hypé par ce match. Mais je n'ai pas vraiment envie de voir Charlotte gagner. Ça, c'est sûr, je ne veux pas voir Charlotte gagner. Ce n'est pas le bon moment, je pense. Et je ne vois rien d'intéressant dans une victoire de Charlotte et dans un potentiel règne de championne. Donc, je parie sur une victoire de Bayley, comme le pensent 59% des gens, ce qui fait plaisir. Et on passe donc au deuxième match féminin, qui je trouve est aussi imprévisible. Becky Lynch contre Sasha Banks. Et ça, mes Voldanites, c'est le match que j'attends le plus avec le match AJ Styles contre Cedric Alexander. Pourquoi ? Parce que le build-up de cette rivalité a été fantastique et les promos étaient vraiment bonnes. L'histoire donc, Sasha Banks a fait son retour il y a quelques semaines avec une nouvelle couleur de cheveux et une nouvelle attitude. Et à peine arrivée qu'elle défonce Natalya, Becky Lynch avec une chaise. Et il s'est révélé au fil des semaines qu'elle faisait ça parce que c'est comme ça que Becky a eu la reconnaissance de la foule il y a quelques années. Mais là où Sasha Banks ne fait qu'imiter Becky Lynch à l'époque avait eu les bonnes raisons d'agir de la sorte. Donc Sasha Banks est vraiment devenue insupportable et c'est génial. Elle fait tout pour les mauvaises raisons, mais elle reste quand même ultra dangereuse. Et honnêtement, si Becky Lynch gagne, elle n'a plus aucun adversaire car Ronda Rousey et Nia Jax sont encore out pour un bon bout de temps. Donc elle les a toutes battues, Becky Lynch, toutes. De plus, selon les rumeurs, Becky va être draftée à SmackDown. Quand SmackDown va passer sur la Fox, il va y avoir un draft et Becky va faire partie de SmackDown. Donc il y a toutes les raisons de penser que Sasha Banks va battre Becky Lynch et va prendre son titre. Comme le pensent 53% des gens. Vous voyez, c'est quand même vraiment, vraiment serré. Et franchement, que l'une ou l'autre gagne, je suis d'accord. J'adore le règne de Becky Lynch. Je suis vraiment fan de Becky Lynch. C'est une de mes catcheuses préférées. Elle est dans le top 3. Allez voir mon top des catcheuses préférées parce que Becky est dans le top 3. Quelque part, ça me fait chier que son règne s'arrête parce que j'adore Becky en tant que championne. Elle a l'allure d'une championne, Becky. Mais si elle veut garder son momentum, je pense qu'il est temps qu'elle lâche le titre parce qu'encore une fois, il n'a plus vraiment d'adversaire. Les seuls qui lui restent, c'est Nia Jax et Ronda Rousey et elles ne sont pas là. Donc c'est une bonne chose que Sasha Banks prenne sa victoire, à mon avis. Allez, victoire de Sasha Banks. On passe aux 2 matchs masculins pour les titres principaux. 2 matchs qui me hype beaucoup moins. En particulier celui-là, Randy Orton contre Kofi Kingston pour le titre de la WWE. Je dis que j'étais pas hypé par ce match, mais je vais encore pousser le vice plus loin. C'est le match que j'attends le moins de la carte. Faisons simple, je trouve la construction de ce match complètement catastrophique. Vraiment catastrophique.
l'histoire, elle n'a pas évolué d'un poil depuis leur match à SummerSlam. Un mois depuis ce match à SummerSlam, à dire que Kofi est stupide, mais que Randy a tort, et gna gna est stupide, putain, rien n'a avancé, c'était méga chiant. Ça me fait chier de dire ça, mais maintenant j'ai envie de voir Randy gagner le titre. C'est chaud, parce que d'une part ça prouverait qu'il avait raison il y a 9 ans, en disant que Kofi ne méritait pas son statut de main eventer, mais là tant pis, la WWE a tout gâché. Elle a gâché cette histoire qui aurait dû se terminer simplement à SummerSlam. Avec une victoire de Kofi ou avec une victoire de Randy, mais du one shot. Et après on aurait pu, si Randy gagnait, on aurait pu reconstruire à une remise en question de Kofi Kingston et de nouveau un repassage en main event. Ça aurait pu être vachement cool. Mais là les deux, ils sont casse-couilles. Mais le pire, c'est que Kofi on souffre plus que Randy Orton, malheureusement. Parce que Randy, c'est son personnage de faire chier, alors que là, Kofi ne faisait rien avancer. Et c'est horrible à voir, mais je trouve que son règne de champion de WWE s'est vraiment essoufflé avec cette rivalité. C'est dommage, hein. On se rappelle de la Kofi Mania à WrestleMania qui était juste quelque chose d'énorme. Mais ouais, je pense que c'est mieux de voir Orton avec le titre, accompagné donc des Revival. Ce serait Revival qui pourrait donc avoir le titre par équipe de SmackDown. On aurait donc le Club Arrow et cette équipe-là à SmackDown qui serait dominante. Ça me plairait beaucoup de voir ça. Et à ma grande surprise, vous êtes 58% à pencher comme moi sur une victoire d'Orton. On verra bien, mais à moins que ce soit le dernier match de Kofi Kingston en tant que champion de la WWE. Et il est temps de parler de notre main event. Seth Rollins affronte Braun Strowman pour le titre universel. Et on va pas se mentir, le match en soi ne me hype pas du tout. Enfin, je vais en parler plus clairement, mais si le match se déroule comme ceci, ça ne me hype pas du tout. Même si je sais qu'il va sûrement être au minimum bon. Seth Rollins c'est un très bon catcheur. Contre Lesnar, il a fait un super match. Et Strowman a prouvé que contre Reigns à l'époque, il était capable de faire des super matchs. Donc, ouais, le match va être au minimum bon, si vous voulez mon avis. Alors, Seth Rollins contre Braun Strowman. L'histoire, c'est que comme AJ l'a dit la semaine précédente, c'est que Braun a simplement regardé le titre pour gagner l'opportunité d'avoir un match pour ce dernier. Dans cette histoire, AJ était le heel, mais il avait tellement raison sur tous les points. C'est d'ailleurs une chose assez récurrente en ce moment à WWE, c'est que les heels ont raison. C'est-à-dire que tout ce qu'ils appuient, les heels, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que les gens ont tendance à apprécier les heels. C'est parce que, au final, comme CM Punk en 2011, les heels ont raison sur ce qui se passe. C'est quand même assez douteux comme écriture, mais bon, c'est ce qui se passe actuellement. Bref, on va résumer l'histoire, mais si AJ n'avait pas été là durant la construction de ce match, et cette construction aurait été vraiment horrible. Seth et Braun n'ont jamais été reconnus pour leur qualité de leur promo. Donc ça fait 3 semaines qu'AJ sauve ses promos de Seth et Braun qui se contentaient de faire une bataille de catchphrase. Seth arrêtait pas de dire burn it down, Braun répétait get this hands. Il ne faisait rien avancer, c'était du blabla. On est à New York et tu vas recevoir, et je vais tout cramer. Oui, mais toi, tu vas recevoir ses mains. C'était ça pendant 3 semaines. Et AJ était là pour nous faire rire, pour être cynique, pour être vicieux, pour être génial, quoi. Et c'est dingue, quoi. Le mec est même pas dans le match à la base et il s'ouvre la rivalité, quoi. C'est complètement aberrant. Bref. Parlons de ce match. Comme j'ai dit, tout se passe normalement, donc match basique. Seth a vaincu Lesnar clean, donc il n'y a pas de raison pour qu'il perde face à Braun Strowman, pardon. Surtout que apparemment c'est le meilleur catcheur de la planète, répétons-le. Hein. Mais on va essayer de rendre les choses un peu plus excitantes, voulez-vous ? On va rendre les choses un peu plus excitantes. Bray Wyatt a dit lui-même il y a quelques semaines qu'il défierait le vainqueur de ce match. Alors, pourquoi pas ne le faire intervenir tout de suite ? Pourquoi ne pas faire intervenir Bray Wyatt à Clash of Champions ? Ça, ce serait excitant. Ça, ce serait vraiment excitant. Faire venir le Fiend. Donc, si Bray intervient, si le Fiend intervient, il y aurait 2 scénarios intéressants. Le premier est assez classique. Rollins gagne le match, à l'arrache, vraiment à l'arrache, un gros match et on peut plus, mais il finit par gagner. Et The Fiend arrive après pour le détruire avec pourquoi pas un Strowman qui n'oserait pas
attaquer son ancien maître ou qui deviendrait pourquoi pas son pantin. Classique, et du coup ça mènerait à un match, à un build-up entre Rollins et The Fiend. Logique, avec pourquoi pas un Strowman de côté qui serait un peu le deuxième ennemi de Seth Rollins. Pourquoi pas. Deuxième scénario qui me donnerait envie de voir la suite, que je trouve beaucoup plus intéressant, mais qui a moins de chances d'arriver, on va pas se mentir. Le match est en cours de route. Voilà, ils se battent, hein, les deux à l'arrache, encore une fois. Rollins-Strowman donne tout. Voilà, la même dynamique que Rollins-Lesnar. L'arbitre finit par malchance à être sonné. Il est out, il est complètement KO, l'arbitre. Et les lumières vont toutes s'éteindre. Le Fiend apparaît sur le ring, où il va évidemment détruire Seth Rollins avec son sister Abigail. Puis là, il va forcer Strowman à quitter l'arène avec son regard. C'est-à-dire que Strowman va d'abord faire merde, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce que je fais, je l'attaque ou pas. Mais non, il y a The Fiend qui va vraiment juste se contenter de le regarder, qui va nous rappeler donc cette ancienne alchimie qu'ils avaient, le maître et l'élève. Et Strowman, soit va se résigner et va quitter l'arène par lui-même, soit va se faire manipuler mentalement ou par peur par Bray Wyatt et va quitter l'arène par manipulation mentale de Bray Wyatt. Ce qui pourrait être vraiment cool, ça donnerait l'occasion de voir que Bray, en plus de faire très peur, a en plus des pouvoirs surnaturels qui pourraient être vraiment bien, et ce qui serait logique parce qu'il a déjà une connexion avec Braun Strowman. Donc ce ne serait pas illogique. Il pourrait pas faire ça à tout le monde, mais à Braun Strowman, c'est un des rares catcheurs à qui il pourrait agir de la sorte. Donc on aurait Braun Strowman qui quitte l'arène. The Fiend regarde Seth Rollins qui est complètement KO par terre, on le rappelle, Seth Rollins ne bouge pas, il le regarde, il le dévisage, il le pointe du doigt, pourquoi pas. Les lumières s'éteignent de nouveau, The Fiend disparaît, les lumières se rallument, Seth Rollins est seul au milieu du ring avec l'arbitre qui reprend ses esprits, Strowman aussi a disparu, l'arbitre commence à faire le décompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Strowman n'est pas revenu sur le ring, victoire de Seth Rollins par décompte extérieur. On peut penser que c'est une fin de match qui fait un peu pétard mouillé, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est Seth Rollins contre Braun Strowman. Qui est excité de voir Seth Rollins contre Braun Strowman? Enfin, il y en a sûrement, mais je trouve pas ça hyper intéressant. Je suis bien plus excité de voir The Fiend affronter Seth Rollins. Donc faire une fin de la sorte, un peu en pétard mouillé, mais qui servirait le match d'après, parce que du coup, d'une part, ça renforce la dangerosité de The Fiend, qui est complètement surnaturel, qui viendrait complètement quelqu'un de surnaturel, qui aurait vraiment des vrais pouvoirs. Seth Rollins devrait se préparer pour ça, parce qu'il va affronter quelqu'un qui est complètement craqué, en personnage, en catcheur, il est complètement craqué, il va devoir affronter ça, donc pendant un mois, on va sûrement le voir en train de se préparer, à se dire, mais comment je vais faire? C'est pas Brock Lesnar, c'est pas une bête, c'est un démon, c'est autre chose encore. Donc comment je vais affronter ça? Donc ça va redonner de la dynamique à Seth Rollins en tant que babyface, donc ça peut être cool. Et troisio, ça va redynamiser aussi Braun Strowman qui va peut-être avoir cette dynamique de putain, je suis un monstre mais je ne peux rien faire, je n'arrive pas à battre je ne peux pas me rebeller contre mon maître. Peut-être que ça va devenir le pantin, la force de The Fiend quand The Fiend ne viendra pas. Peut-être que Strowman va être son bras armé en fait. Ça peut aussi, voilà, ça peut vraiment redonner de la dynamique à tous les personnages. Et tant que le plus important dans le catch pour moi, c'est faire avancer l'histoire. Les grands matchs, c'est un peu les climax des histoires. Mais je trouve que l'histoire est bien plus intéressante. L'histoire rend des matchs cultes. C'est pas la qualité du match qui a fait en sorte que CM Punk contre John Cena soit l'un des meilleurs matchs de tous les temps. C'est l'histoire qui a rendu ce match impressionnant. Pareil pour Undertaker contre Shawn Michaels, contre Triple H, tous les matchs d'Undertaker en général à WrestleMania étaient excellents parce qu'il y avait l'histoire, parce qu'il y avait ce frisson de est-ce que lui va réussir à battre Undertaker. Et là, on a l'occasion de faire en sorte que The Fiend soit la force inarrêtable du roster. Donc, je trouve que c'est une occasion en or où on peut en plus donner des pouvoirs surnaturels à ce personnage. Bref, j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si tout ça va se passer. En tout cas, soyons honnêtes, ce main event peut être mémorable uniquement si The Fiend intervient. Si le Fiend n'intervient pas, qu'on a juste Rollins contre Strowman, le match sera franchement, sûrement bon, mais rien de plus. Alors que là, on a l'occasion d'avoir un main event mémorable. Les gens pensent à 70% que Seth Rollins va gagner parce qu'on le rappelle, que The Fiend intervienne ou qu'il n'intervienne pas, il est dur d'imaginer Strowman gagner la ceinture. Parce que imaginons que The Fiend intervienne, vous croyez vraiment que le Fiend va laisser Strowman gagner la ceinture pour avoir un match The Fiend de Strowman?
ce serait bizarre. En termes de raison de personnage, ce serait vraiment bizarre. Je vois pas pourquoi le film prend cette décision. Pour moi, le film doit affronter Seth Rollins. C'est ce qu'il y a de plus logique. Bref, et bah écoutez, passons au bilan, on a beaucoup parlé. Comme vous voyez, il y a du très bon et du pas très bon du tout. Hein. Il y a du prévisible et de l'inattendu. Comme j'ai dit, j'attends avec impatience le match AJ contre Alexander. J'attends aussi avec impatience Becky contre Sasha. Et j'ai vraiment envie de voir Bayley contre Charlotte. Roman contre Rowan, malgré l'histoire complètement bizarre. Et le match par équipe féminine. Et hormis le main event, qui peut être mémorable si le feed intervient, je ne suis vraiment pas hypé par le reste. Surtout Kofi Orton, qui je trouve est complètement dégueulasse comme histoire. C'est horrible ce qui se passe avec eux. Bref, on croise les doigts pour que ce show soit au minimum bon. Et on se retrouve très prochainement pour en parler dans le Serge Podcast. Salut les Voldanites!